Alors on travaille les deux un peu sur la génétique, chacun à son niveau. Et du coup, ce qu'on va essayer, c'est de vous expliquer comment est venue l'idée ou la manière de travailler sur la résistance au parasitisme, mais plutôt sur le côté génétique. Alors, il y a une douzaine d'années, une quatorzaine d'années, quand les gens de l'INRA, de l'IDEL, de l'école Veto sont venus chez nous, ils nous ont dit que ça serait bien de faire des mesures sur le parasitisme pour voir si les animaux ils répondent différemment ou s'ils sont tous pareils. Voilà. Alors, on a commencé avec ça pour arriver petit à petit à aujourd'hui un protocole qui permet de mesurer sur les animaux s'ils sont capables de résister plus ou moins aux parasites avec lesquels on va les infester. Et aujourd'hui, on a un protocole que vous avez dans le tableau qui est au-dessus, qui est un peu compliqué. Il a 4 étapes vraiment fortes. Donc on commence au début, on vérifie sur des animaux qui sont rentrés au centre et qui n'ont jamais vu le parasite. Donc ils n'ont jamais été dehors, ils ont bien été élevés dedans, ils ont tous le même âge, il n'y en a pas de malades pour d'autres raisons, etc. Ils mangent tous la même chose tous les jours. On mesure que le premier jour, ils n'ont jamais vu le parasite. OK, on fait une prise de sang, des copros, on passe toutes les copros, on analyse le sang, c'est bon, ils l'ont jamais vu. Et là, on leur injecte, on les infeste avec 3500 œufs d'un parasite un peu méchant qui s'appelle Hemoncus contorsus, et pour qu'ils apprennent à le connaître. Et au bout d'un mois, on revient. Et on refait de nouveau toutes les coprologies, toutes les prises de sang sur les animaux, et on regarde comment les animaux ils ont appris à connaître la maladie. C'était la première fois qu'ils voyaient ce parasite arriver chez eux, et c'est la première fois où ils ont eu à se défendre. Ça, c'est la prise de connaissance de la maladie. On les traite tous, on les remet à zéro, et on les laisse se reposer 15 jours. Et au bout de 15 jours, on revient avec une seconde infestation. Par contre, celle-là, elle est plus forte, elle est plus méchante. Bon, ça ne va pas tuer les animaux, hein, c'est pas ça. Mais elle est plus forte, et on va leur mettre 5000 œufs à chacun. Et quand on leur met 5000 œufs à chacun, à tous ces animaux qui ont appris à la connaître la fois d'avant, eh on se rend compte qu'ils vont tous réagir différemment. 5000 œufs, vous l'avez sur le document qui vous a été distribué, c'est par là. Donc ça, c'est tous les animaux de cette année-là. Il y en avait 180 et quelques. On se rend compte qu'il y a des animaux, ils n'ont rien compris. Ils avaient appris à connaître la maladie, ils avaient eu la même chance que les autres, mais à la seconde infestation, on leur en donne 5000. Non seulement les vers, ils se sont multipliés, mais ça a presque doublé, ou plus que doublé. Le pire, là, il fait plus de 12 000 œufs. Ça veut dire que lui, il est très sensible à cette contrainte-là. Au contraire, ou à l'opposé, ou à l'autre bout, ceux-là, ils ont tout compris, ils ont tout appris. La seconde fois, on leur file 5000 œufs, 5000 vers, et finalement, dans la copro qui sert à la dernière mesure et à vérifier, ces animaux-là, ils en excrètent ou pas du tout, ou très très peu, 100, 200, 300, 400. Donc ces animaux-là, on va les appeler des animaux résistants. Au contraire, des animaux qui sont sensibles, voire très sensibles. Et on a réussi, grâce au protocole qu'on nous a proposé de faire, sur tout un ensemble de béliers qui vivaient de la même manière, à trouver des animaux qui réagissaient différemment. Là, on n'avait pas fait de génétique. On n'avait fait que mesurer ce qu'on appelle des phénotypes, comme il y a des gens qui mesurent le lait. Elle fait beaucoup de lait, peu de lait, elle fait beaucoup de taux, peu de taux. Mais à partir de là, on a donné tout ça à Jean-Michel et à ses équipes, et on leur a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose de génétique là-dedans? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Alors, d'abord, ce qui est important, c'est que ce protocole-là, il est unique à la France. Ça n'existe pas ailleurs. La résistance au parasitisme, ça se mesure essentiellement en infestation naturelle en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, dans l'hémisphère sud ou au Royaume-Uni. Mais c'est en infestation naturelle sur des animaux d'élevage, sur des pâturages. Mais c'est très souvent sur des élevages très importants, 10 000, 15 000 brebis, qui finalement arrivent à faire leur sélection à l'intérieur de leur troupeau. Nous, on n'a pas ça.
Ici, on a des élevages de 300, 400, 450 brebis. Mais on a des idées. Et donc, ces idées, c'est ce type de protocole. Et surtout, on a un gros avantage, c'est d'avoir des outils collectifs, et notamment des centres d'élevage qui permettent, alors en l'occurrence le centre Auvin pour les races pyrénéennes, qui permettent de rassembler dans un même lieu les meilleurs béliers, les meilleurs futurs reproducteurs de la race qui vont être diffusés. Et donc, c'est sur ces reproducteurs qu'on fait passer ce type de protocole. Alors, le travail a commencé en 2008, je pense, donc il y a 12-13 ans. On ne partait pas de zéro, hein. La copie n'était pas blanche. La résistance au parasitisme, ça avait déjà été étudié, notamment à Bourges, à l'INRA, dans un élevage en Romanne. Et on savait quand même qu'il y avait un déterminisme génétique derrière la résistance au parasitisme. Voilà, donc là, la copie n'était pas blanche. Mais enfin, la question, c'était, est-ce que dans les races laitières, c'est la première race laitière qui a travaillé sur le parasitisme. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la seule, enfin les deux seules, Manège Tête Rousse et Basco-Béarnaise. Est-ce qu'en race laitière, est-ce que dans le système pyrénéen, où il y avait plus de parasitisme, raison de climat, voilà, est-ce qu'on avait les mêmes résultats génétiques qu'ailleurs? Et donc, c'était des questions qui nous turlupinaient. Et là-dessus, il faut quand même dire que le Centre Auvin a eu beaucoup de patience et d'abnégation dans les différentes mesures. Parce que chaque année, on mesure en gros 200 béliers. Et pour faire de la génétique, il faut beaucoup d'informations. Et 200 béliers par an, ben aujourd'hui, on arrive à 1300 ou 1400 manèges tête rousse béliers qui ont été mesurés, 315 basco-béarnaises. Donc ça reste peu pour des généticiens. Nous, on aime bien travailler sur des très gros fichiers parce que la génétique, c'est la statistique. Et pour que la statistique soit fiable, il faut avoir beaucoup d'informations. Donc là, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même beaucoup si on compare à l'effort qui a été fait pour faire ça. Ça a été 10 ans d'effort, 12 ans d'effort de la part de l'école vétérinaire qui a compté des œufs au microscope, avec parfois le mal de mer parce que ça dure longtemps et c'est pas facile de travailler au microscope. Le Centre Auvin qui a eu cette abnégation pour aujourd'hui avoir des fichiers qui permettent de répondre aux questions. Donc ces questions, qu'est-ce qu'elles sont? La première question, c'est, OK, quand on mesure les béliers, on voit qu'il y a une variabilité, certains qui excrètent très peu d'œufs, qui sembleraient résistants, d'autres qui en excrètent beaucoup, qui semblent sensibles. Mais est-ce que derrière cette variabilité observée, il y a de la génétique? Et nous, on a un indicateur qui s'appelle l'héritabilité, qui permet de mesurer quelle est la part de la variabilité qu'on observe qui est d'origine génétique. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à des résultats qui sont quand même assez fiables, qui se répètent tous les ans. On est à peu près à 30% d'héritabilité. Donc, 30% de cette variabilité, c'est lié à la génétique. Donc, c'est transmissible à la descendance. Et donc, c'est important parce que 30%, c'est l'héritabilité de la production de lait. Donc, on sait que la production de lait, ça a été sélectionné, ça a marché. Donc, on peut se dire que l'amélioration de la sélection pour la résistance au parasitisme, ça va fonctionner. Alors, sachant à ce niveau-là qu'on peut dire que, par facilité, on parle de résistance au parasitisme, mais en fait, il y a deux caractères distincts qu'on mesure. Il y a la résistance qui est en fait l'aptitude de l'animal, du bélier, de la brebis, à empêcher l'implantation des œufs, le développement des œufs et la reproduction des œufs, à larves, etc., enfin des larves plutôt, à l'intérieur de l'intestin. Donc ça, c'est... Voilà, on leur fait infester, on les infeste avec des larves, et l'animal se débrouille avec des mécanismes biologiques pour empêcher que ces larves se développent et produisent des œufs. Et puis après, il y a un deuxième caractère qui est la résilience. Et ça, on le mesure avec l'hématocrite, donc la quantité d'hématie dans le sang. Et ça, c'est un indicateur qui permet de mesurer si le bélier, bien qu'il soit infesté, bien qu'il prenne des coups avec des parasites, eh bien, il arrive à se dépatouiller pour mener sa vie, continuer à mener sa vie, à produire du lait de bonne qualité, à se reproduire, à résister à d'autres maladies, infections mammaires, des choses comme ça, malgré l'infestation. Donc c'est vraiment deux choses différentes, la résistance et la résilience. Et en fait, d'un point de vue génétique, on travaille ces deux types de caractères.
Donc, la résistance au parasitisme et la résilience sont des caractères héritables. Après, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est quelle est la relation entre la résistance au parasitisme et les caractères qu'on mesure aujourd'hui, enfin qu'on sélectionne aujourd'hui. La production laitière, la richesse du lait, la forme de la mamelle et la résistance aux mammites. Et donc, l'information qui nous apparaît la plus importante en faisant les estimations et les mesures, c'est que les relations sont très faibles. C'est-à-dire qu'il y a très peu de corrélation entre la résistance au parasitisme et tous les autres caractères. Néanmoins, il y a une certaine corrélation qui semble légèrement défavorable avec la production laitière. Ça veut dire que sur le temps long, sur 30 ans, la sélection laitière a peut-être rendu les animaux un peu plus sensibles au parasitisme. Mais attention, il faut bien intégrer la suite que je vais dire, c'est très légèrement. Ça veut dire que la situation par rapport au parasitisme dans les Pyrénées aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la sélection qui a eu lieu jusqu'à présent. C'est d'autres facteurs, résistance aux produits, etc. Voilà. Néanmoins, ça veut dire qu'il est quand même bon de sélectionner pour la résistance au parasitisme, parce que sinon, dans 30 ans, eh bien, on aura perdu un peu de résistance encore. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, il faut améliorer la résistance pour essayer d'éviter la dépendance trop importante aux anthelmintiques. Voilà. Mais ça veut dire aussi que le fait qu'il y ait peu de corrélation, ça veut dire que quand on va vouloir sélectionner pour la résistance au parasitisme, ça ne va pas être trop coûteux par rapport au caractère sélectionné aujourd'hui, par rapport au lait, à la richesse, à la forme de la mamelle. On ne va pas en payer un prix trop lourd. On va réussir à sélectionner également sans trop payer le prix. Voilà. Ça, c'était la deuxième question. Et puis la troisième question, qui était quand même peut-être la plus importante, c'était de se dire, voilà, contrairement au lait ou à la richesse qu'on mesure en ferme, dans des bergeries, dans des salles de traite, chez des éleveurs, sur le terrain, le parasitisme, c'est un peu différent. On le mesure au centre ovin, sur des béliers, en infestant avec des larves d'un seul type de parasite, Haemoncus contortus. Oui, on sait que c'est héritable, donc que ça se transmet à la descendance, mais est-ce que finalement, ce caractère de résistance qu'on mesure au centre ovin d'Ordiarpe, c'est le même que celui qui existerait en ferme sur des prairies comme celle de derrière, sur le territoire? Et donc pour ça, on a utilisé le fait qu'on disposait d'un outil, ça s'appelle les index. Ça mesure la valeur génétique de résistance au parasitisme des béliers. Et donc, avec l'insémination artificielle, on a compté des œufs en ferme, dans quelques élevages, dans des vraies fermes, de filles issues de béliers résistants et de filles issues de béliers sensibles. Et on a regardé s'il y avait des différences. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que les filles issues de béliers résistants excrètent 2 fois moins d'œufs que les filles issues de béliers sensibles. Et donc ça veut dire que le caractère de résistance qu'on mesure au centre ovin sur des béliers, c'est le même caractère qu'on mesure sur des filles, des brebis normales, des agnelles ou des premières lactations ou des deuxièmes lactations, sur du pâturage, sur le territoire. Et donc ça, c'était vraiment un résultat très intéressant qui validait en quelque sorte ce protocole expérimental qui était un peu une idée spécifique à la France. Donc, on est rassuré sur le fait que la sélection, elle doit marcher, que le caractère est bien le bon, on prend bien la bonne direction. On a des outils. Qu'est-ce que le centre ovin peut faire avec ces outils? Et c'est ce qu'ils nous ont fait. Donc, les outils, ils marchent. Et non seulement les outils, quand on suit vraiment le protocole et qu'on arrive à bien mesurer les différences entre béliers, l'INRA, l'IDEL, Jean-Michel, ça se transmet aux descendants, ils arrivent à nous mettre une valeur génétique à chaque animal. Donc celui-là, il est très résistant, il vaudra plus 1. Le suivant, plus 1, c'est le même, plus 1. Là, c'est plus 0,9, 0,8, 0,7. Au milieu, c'est 0 par là. Et ceux-là, ils sont très sensibles. Donc ça sera plutôt moins 1, moins 2. Des chiffres comme ça. La première réaction qu'on a eue quand on a fait ça, parce qu'on le fait en collectif entre tout le monde, c'est on a beaucoup de béliers. La chose la plus importante, c'est à moyen terme de ne pas la transmettre aux filles qui vont naître de ces béliers-là.
Donc tout de suite, ceux-là, eh bien, ils partent à l'abattoir. Ils ont peut-être de très 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 bonnes valeurs génétiques sur les autres critères, mais ceux-là, on ne les garde pas. Parce que peut-être qu'ils vont améliorer beaucoup autre chose, mais ils vont détériorer ce caractère-là. Comme ça se transmet aux filles. Et puis après, il y a des élevages, des vétérinaires, l'école Veto, qui suivait des élevages dans la région, dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui remontaient. Aïe, j'ai des soucis. Chez moi, ça produit moins que d'habitude. Et puis les animaux, je n'insémine pas avec vous, mais ils se reproduisent même plus. J'ai plein de brebis vides. Quand le vétérinaire il est venu, eh bien, on a vu qu'il y avait des strangles. J'ai traité, ça n'a pas marché. J'ai traité avec un autre produit, ça n'a pas marché. Et ce qu'il était important chez eux, c'était de résoudre rapidement le problème. On disait ça, c'est SOS, help, aidez-moi. L'important pour l'éleveur, là, c'est pas de faire du meilleur lait en un peu plus grande quantité, etc. Le problème pour l'éleveur, pour continuer, c'était d'assainir son troupeau. Et donc, ce qu'on a créé, c'est dans l'ensemble des béliers sur lesquels on fait ces mesures qui ont un index chaque année, bien, on va trier ceux-là, les plus résistants. Et comme ils nous ont dit que les plus résistants envoyaient des filles qui faisaient moins d'œufs, eh bien, on va répartir des inséminations pour ces quelques élevages-là qui sont dans la panade. Quels que soient les autres index de ces animaux-là, le plus important, c'est de leur mettre des paires qui seront résistants au parasitisme. Comme ça, les filles qui vont naître cette année, l'an prochain, dans 2 ans chez eux, elles vont excréter toujours de moins en moins d'œufs dans les prairies. Et on espère participer à l'assainissement de ce troupeau, parce que s'il y a moins d'œufs dans la prairie, les autres brebis auront moins d'œufs à aller pâturer. Donc elles multiplieront moins d'œufs. Et ça va s'accumuler au fur et à mesure des années pour que le troupeau, eh bien, il apprenne à vivre mieux avec cette maladie-là. Ça, c'est ce qu'on faisait pour les élevages qui sont dans la panade, dans lesquels il faut réagir vite. Après, on peut réfléchir à moyen terme. Voilà, donc on a des outils sur le court terme et qui ont le gros avantage de répondre à des élevages qui en ont besoin, mais ça reste des réponses individuelles. Tel éleveur qui a des problèmes, voilà, c'est individuel. Après, ce qui intéresse la filière, les éleveurs dans leur ensemble, certainement, c'est d'embarquer l'ensemble de la population. C'est-à-dire que le niveau moyen de la population de manège tête rousse, de basco-béarnaise, peut-être un jour de manège tête noire, eh bien, augmente son niveau de capacité, d'aptitude à la résistance au parasitisme. Et ça, ça passe par la sélection classique qu'on fait depuis 30, 40 ans, de choix des béliers, des meilleurs béliers, de choix des meilleures brebis, choisir les meilleurs paires à béliers. Alors, ça veut dire intégrer la résistance au parasitisme dans un index global, dans un critère de sélection global. Celui qu'aujourd'hui on appelle isole, eh bien, au lieu qu'il n'y ait que le lait, que la richesse, que les mammites, la résistance aux mammites et que la forme de la mamelle, on intégrerait la résistance au parasitisme. Et alors évidemment, ça c'est un outil, il n'y a rien à faire, c'est ce qui va être le plus efficace sur le long terme. Ça ne va pas répondre à court terme. Il y a d'autres réponses à court terme. Sur le long terme, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas efficace. Mais il faudra attendre et à un moment donné, il faudra choisir quel est le poids qu'on donne à la résistance au parasitisme dans l'espèce de camembert où on met tous les caractères. Voilà. Donc ça c'est... Alors, pour que ça marche, il y a quand même un prérequis, c'est le schéma collectif. Au tout début, je vous ai parlé des élevages australiens qui ont 15 000 brebis. Donc en fait, c'est des élevages qui ont finalement le schéma de la manège tête noire dans un seul élevage. Donc ils peuvent s'amuser à faire de la sélection de béliers à l'intérieur, de la sélection de brebis. Il y a une certaine efficacité à l'échelle de l'élevage. Bon, on a vu, vous, ce n'est pas le cas. Vous, votre seule voie d'amélioration, c'est la voie collective. Donc, il va passer par faire de l'insémination, parce que l'insémination, c'est quand même l'outil de diffusion des aptitudes le plus efficace. En tout cas, aujourd'hui, peut-être un jour, on en trouvera un autre, mais aujourd'hui, il n'y a rien à faire, c'est le plus efficace. Ou en tout cas, acheter des béliers aux sélectionneurs. Alors, aujourd'hui, il y a un marché, il y a un marché de béliers génomiques qui existe. Ce sont des béliers de bonne qualité, qui ont tous les atouts. Et donc, voilà, c'est important de se fournir en bélier génomique chez les sélectionneurs. Et
Et donc cet aspect collectif est certainement le prérequis indispensable pour que la résistance au parasitisme s'améliore à l'échelle de l'ensemble de la population. Voilà. Et donc, l'idée générale de tout ça, c'est de produire, de façonner des animaux équilibrés. Donc, ce n'est pas des animaux qui font que produire du lait, c'est des animaux qui résistent aux mammites, qui ont une mamelle bien formée, qui permettent une traite plus facile. Et c'est des animaux qui sont alors rustiques. Tout à l'heure, dans l'autre groupe, on parlait de rustiques. Donc, la résistance au parasitisme, ça fait partie de la rusticité. La résilience aux animaux qui prennent des coups, mais qui disent rien, même pas peur, je continue, ça fait partie de la rusticité. Et donc, cette notion de rusticité et de résilience, ben ça fait partie du futur, des objectifs futurs du Centre Auvin. Ça nous a ouvert les yeux. Et il y a des programmes de recherche européens qui tournent dans ce sens-là. Ils s'appellent Smarter, ça s'appelait Horizon 2020, H2020. Et on a dit, ou on disait certainement à tort, des fois ça me vexait, sélectionner, c'est produire plus. Ouais, ça c'était dans les années 80. Depuis, il y a eu la résistance à la tremblante, c'était solutionner une maladie. Depuis, il y a eu la résistance aux mammites, c'est encore sélectionner une maladie. Il y a eu les taux, il y a eu les quantités de matière. Et puis là, tous les phénomènes de résilience ou de résistance à certaines maladies, à certains parasites, ça nous a un petit peu ouvert les yeux. Et on se dit, il y aura des changements climatiques, il y aura des attentes de la société. Et jusqu'à maintenant, les animaux, ils ont eu le temps de s'adapter. Par contre, toutes ces nouvelles contraintes, elles vont arriver plus vite que ce qu'on espère. Des tiques qu'il y a dans des endroits où il n'y avait pas, ça existe. Mais les animaux, ils n'auront pas le temps de s'adapter et d'apprendre à résister. Donc il faut les aider. Et il faut aider les éleveurs à sélectionner, à faire de la génétique sur ces animaux-là, pour choisir ceux qui seront les plus aptes à répondre à ces nouveaux défis. Et du coup, l'idée de faire une plateforme de phénotypage au centre, c'est d'étudier tous ces nouveaux critères qu'on pourra sélectionner demain. Mais Jean-Michel vous a dit, hein, un critère qu'on veut sélectionner demain, c'est un critère qu'on commence à étudier aujourd'hui. Et chaque fois, il faut au minimum 10 ans, 12 ans. Il dit que ça sera mieux dans 20 ans, dans 25, 30 ans. Donc, il faut commencer aujourd'hui pour tous les nouveaux critères que les éleveurs voudront intégrer dans la sélection de leur race dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Nous, on sera à la retraite. Et c'est les éleveurs qui auront à décider. Ça, on peut le sélectionner. Ça nous intéresse. Ça fait certainement partie de la rusticité. Ça permet à nous, éleveurs, d'élever les animaux toujours dans les mêmes conditions, mais avec moins de traitement, moins de soucis, une agriculture plus propre et de produire des produits qui répondent aux attentes sociétales. Donc c'est dans cette optique-là que les nouveaux critères qui vont être étudiés sur la plateforme d'Ordia, on les envisage.